Après que mon mari a déchiré mes vêtements et m'a jeté dans la rue au milieu de l'hiver, sa mère s'est moquée de moi, disant « Voyons si un mendiant te ramassera ». J'ai passé un seul appel téléphonique, et 30 minutes plus tard, une flotte de voitures Rolls-Royce est arrivée. Je me tenais pieds nus dans une ruelle étroite. Le froid s'infiltrait à travers le béton fissuré et directement dans mes os quand ma belle-mère a pointé du doigt un tas d'ordures dans le coin et a ri. « C'est là que tu dois être, dit-elle. Peut-être qu'un mendiant te ramassera. » Ces mots étaient tranchants, précis et exercés, comme si elle les avait répétés bien avant ce soir. Mon nom est Lilian Moore. Moins de 10 minutes auparavant, j'avais signé des papiers de divorce qui me laissaient sans rien. Pas de maison, pas d'économie, pas de dignité, juste des mains tremblantes dans un silence si fort qu'il en devenait violent. Derrière elle, la porte de l'appartement claqua. Le verrou cliqua, net, définitif. Il pensait que c'était ma fin. Je m'assis là dans l'obscurité, les bras enroulés autour de moi, essayant de comprendre comment un mariage de 5 ans pouvait se terminer avec quelqu'un pointant du doigt des ordures et appelant cela mon avenir. J'avais aimé leur fils. J'avais cuisiné dans cette cuisine, nettoyé cette maison et défendu cette famille quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et maintenant, à leurs yeux, j'étais jetable. Quelques fenêtres au-dessus de la ruelle s'allumèrent, puis s'éteignirent. Des gens entendirent, des gens virent, personne ne vint. L'air sentait le carton mouillé et la vieille nourriture. Cela me frappa alors, comment l'humiliation a une odeur. Mon téléphone était posé à quelques mètres de là. Son écran était fissuré mais brillait faiblement. Je le fixais, luttant contre une promesse que j'avais faite il y a des années, ne les appelle pas, prouve que tu peux survivre seul. Mais cette nuit-là, l'orgueil ne me garderait pas en vie. Avec des doigts engourdis, je pris le téléphone et composai le seul numéro que j'avais juré de ne jamais utiliser. L'appel sonna une fois, 2 fois. Puis une voix familière répondit « Mademoiselle Moore, où êtes-vous » 30 minutes plus tard, les phares inondèrent la ruelle et tout ce qu'ils croyaient avoir détruit commença à renaître. 1 heure auparavant, j'étais encore à l'intérieur de l'appartement que je croyais autrefois être ma maison. Les lumières du salon étaient trop vives. L'air était oppressant, comme s'il attendait que quelque chose de laid se produise. Je me souviens avoir remarqué à quel point c'était calme. Pas de télévision, pas de musique, juste le son de ma propre respiration. Caleb se tenait en face de moi, la mâchoire serrée, les yeux froids d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la douleur, du calcul. « Nous en avons fini, Lilian, dit-il d'un ton monocorde. Signe les papiers. » Je regardais les documents dans sa main, mon nom imprimé soigneusement à côté du sien. Renonciation au divorce, pas d'actif, pas de réclamation, pas de question. Je ris nerveusement, pensant que cela devait être une sorte de menace, une dispute cruelle qui passerait. « De quoi parles-tu ? » Cela sort de nulle part, dis-je. Nous devons parler. C'est alors que je remarquai sa mère, Doris, debout près du couloir, les bras croisés, observant, pas choquée, pas confuse, mais attendant. Vanessa était là aussi, appuyée contre le mur, faisant défiler son téléphone comme si c'était un divertissement. Ce n'était pas une dispute, réalisai-je. C'était une réunion. Tu n'as rien à dire, dit Doris calmement. Tu as survécu à ton utilité. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Caleb s'approcha. Tu savais que cela allait arriver. Tu ne voulais juste pas l'accepter. Je ne comprenais pas. J'avais passé 5 ans à construire ma vie autour de cette famille, à m'adapter, à endurer, croyant que l'effort finirait par devenir de l'amour. Quand j'hésitais, Doris soupira impatiemment. Si tu ne signes pas, nous te rendrons la vie très inconfortable, dit-elle. Tu ne veux pas de problème. Tu ne veux pas que les gens parlent. Vanessa leva enfin les yeux de son téléphone et sourit d'un air suffisant. Crois-moi, tu ne veux pas que les gens parlent. Ce fut le moment où quelque chose en moi changea. Ils n'étaient pas émotifs. Ils n'étaient pas réactifs. Ils étaient organisés. Ce n'était pas une rupture. C'était une expulsion. Avec des mains tremblantes, je signai. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que dans cette pièce, entouré de personnes qui m'avaient déjà effacé, je compris une chose très clairement. Je n'avais jamais été une épouse pour eux. J'étais un remplaçant. Et mon temps était écoulé. Pendant 5 ans, je m'étais dit que c'était à cela que ressemblait le mariage quand on choisissait l'amour plutôt que le confort.
J'avais grandi entouré de structures, d'ordre et d'attentes. Quand j'ai épousé Caleb, je me suis éloigné de tout cela volontairement. Je voulais une vie simple, une vie normale, une vie construite sur l'effort, pas sur le privilège. Du moins, c'est l'histoire que je me racontais. J'ai rapidement appris comment la maison fonctionnait. Doris aimait que ses repas soient cuisinés d'une certaine manière. Le petit déjeuner devait être prêt à 7 heures, le dîner à 6 heures. Si quelque chose n'allait pas, elle ne se plaignait pas. Elle devenait simplement silencieuse, ce qui, d'une certaine manière, semblait pire. Vanessa traitait l'appartement comme un hôtel. Elle dormait tard, rentrait tard et ne levait jamais le petit doigt. Quand je demandais de l'aide, elle souriait et disait « Tu es meilleur que moi pour ces choses ». Caleb observait tout cela et ne disait rien. Au début, je pensais qu'il était fatigué. Stress du travail, me disais-je. Pression. Chaque mariage a ses saisons. Alors, j'ai redoublé d'efforts. J'ai arrêté d'acheter des choses pour moi-même. J'ai pris des tâches supplémentaires. J'ai appris à m'excuser même quand je n'étais pas sûr de ce que j'avais fait de mal. Quand Doris critiquait ma façon de m'habiller, je changeais mes vêtements. Quand elle se plaignait que je n'étais pas assez chaleureuse, j'essayais d'être plus calme, plus douce, plus petite. Je croyais que l'amour était l'endurance. Quand les gens me demandaient si j'étais heureuse, je souriais et disais oui, parce qu'admettre le contraire me semblait admettre un échec. Mais lentement, quelque chose d'étrange se produisit. Peu importe combien je donnais, les règles continuaient de changer. Ce qui les plaisait hier les ennuyait aujourd'hui. Ce qui était suffisant le mois dernier devint insuffisant le mois suivant. Loué en privé et rejeté en public, chargé de responsabilités, privé de respect. Et quand je ne pouvais pas leur donner la seule chose qu'ils désiraient le plus, un enfant, la chaleur disparut entièrement. Caleb cessa de me toucher. Doris cessa de faire semblant. Vanessa cessa de cacher son mépris. Pourtant, je suis resté parce que partir me semblait leur donner raison. En y repensant maintenant, je comprends quelque chose que je ne comprenais pas alors. L'amour n'exige pas que tu t'effaces pour être accepté. Et tout endroit qui exige ton silence en échange de ton appartenance n'a jamais été une maison pour commencer. La ruelle redevint silencieuse après que la porte eut claqué. Pas paisible, vide. Je m'assis là, les genoux serrés contre ma poitrine, essayant de ralentir ma respiration. Mes mains tremblaient si fort que je ne sentais plus mes doigts. C'est alors que je remarquai la faible lueur sur le sol à côté de moi, mon téléphone. L'écran était fissuré. Le coin brisé, mais il était toujours allumé, toujours en vie, contrairement à la version de moi qui était entrée dans cet appartement 1 heure plus tôt. Je le fixai longuement. Il y a 5 ans, avant que je ne quitte ma famille, une instruction m'avait été donnée. Elle n'était pas pleine de colère. Elle n'était pas dramatique. Elle était calme et définitive. Si jamais tu atteins un point où tu n'as vraiment nulle part où aller, passe l'appel. Mais seulement alors. J'avais juré de ne jamais en avoir besoin. À travers les mauvais jours, les nuits solitaires et les humiliations silencieuses, je me disais que j'allais bien. Je me disais que l'indépendance signifiait ne jamais demander d'aide. Mais cette nuit-là, assise sur le béton froid sans nulle part où dormir et personne à appeler, l'orgueil me parut ridicule. La survie comptait davantage. Je pris le téléphone. Mes doigts étaient raides. L'écran se brouilla alors que des larmes me montaient aux yeux. Je composai le numéro que je connaissais par cœur. Il sonna 1 fois, 2 fois. Chaque sonnerie serra ma poitrine. Puis l'appel se connecta. Lilian, dit doucement une voix familière. Où êtes-vous? Je m'effondrai. Les mots ne sortirent pas d'abord. Seulement des sanglots. Je pressai le téléphone contre mon oreille comme si c'était la seule chose solide qui restait au monde. Je lui donnai l'adresse. Je lui dis que j'étais dehors. Je lui dis que je n'avais nulle part où aller. Tu n'es pas seul, dit-il sans hésitation. Reste où tu es. J'arrive. L'appel se termina. Je posai le téléphone sur mes genoux et fixai la rue sombre. Pour la première fois de la nuit, je n'attendais pas d'être rejeté. J'attendais d'être trouvé. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé après cet appel. Les minutes s'étirèrent étrangement dans le froid. La rue me semblait irréelle, comme un endroit auquel je n'appartenais plus. Je me souviens avoir pensé que si personne ne venait, je pourrais simplement disparaître là, tranquillement, sans que personne ne le remarque.
Puis l'obscurité changea. Au début, ce n'était qu'une lueur au bout de la ruelle. Une fine ligne de lumière qui n'avait rien à faire là. Je levai la tête, incertaine si je l'imaginais. Le son vint ensuite, grave, contrôlé, pas pressé, le genre de bruit de moteur que l'on n'entend que dans les films. Les phares inondèrent la ruelle d'un coup, transformant la nuit en un jour blanc et dur. Une voiture, puis une autre, puis d'autres encore. Elles se déplaçaient lentement, délibérément, comme si elles savaient exactement où elles allaient. Les fenêtres des bâtiments environnants s'allumèrent de nouveau. Cette fois, personne ne les éteignit. Les voitures s'arrêtèrent à quelques mètres de moi. Les portes s'ouvrirent. Des hommes sortirent, calmes et alertes, formant une barrière silencieuse entre moi et le reste du monde. Puis je le vis, Monsieur Bennett. Il marcha vers moi sans hésitation, retira son manteau et l'enroula autour de mes épaules avant même que je ne puisse me lever. « Vous êtes en sécurité maintenant, Lilian » dit-il doucement. Quelque chose en moi céda enfin. Pas la peur, pas la honte, le soulagement. Il m'aida à me relever, me protégeant tandis que j'étais guidé vers la première voiture. Personne ne me fixa. Personne ne parla. Le silence était respectueux, protecteur. Alors que la porte se refermait derrière moi et que la chaleur remplissait la voiture, je regardais par la fenêtre. La même ruelle, le même tas d'ordures, mais l'histoire avait déjà changé. Il pensait m'avoir laissé sans rien. Il n'avait jamais imaginé qui viendrait me chercher. La voiture se déplaçait en douceur dans les rues vides, les lumières de la ville s'estompant derrière la vitre comme si elles appartenaient à une autre vie. À l'intérieur, il faisait chaud, calme et sûr. Je restais enveloppé dans le manteau de Monsieur Bennett. Mes mains se décongelaient lentement, mon corps tremblait encore plus de choc que de froid. Personne ne me pressa de questions. Personne ne me demanda de m'expliquer. Cela seul me parut étrange. Nous roulâmes vers le nord, loin de la ville, sur des routes bordées d'arbres et de longues grilles en fer. Je reconnus le chemin avant de voir la maison. Je n'y étais pas allé depuis 5 ans. Les lumières du domaine étaient déjà allumées à notre arrivée. La porte d'entrée était ouverte comme si elle avait attendu. Et il était là, mon grand-père, Richard Haye, debout au lieu d'être assis, appuyé sur sa canne, les yeux fixés sur moi. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs, plus mince. Mais au moment où nos regards se croisèrent, quelque chose se brisa sur son visage. Il ne me demanda pas pourquoi j'étais revenu. Il ne dit pas, je te l'avais dit. Il fit un pas en avant et dit seulement ceci, que t'ont-ils fait? Ce fut tout ce qu'il fallut. Tout ce que j'avais retenu en moi s'effondra d'un coup. Je traversai la pièce, m'agenouillai devant lui sans réfléchir, et pleurai plus fort que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie d'adulte. J'avais tort, dis-je à travers les larmes. Je pensais pouvoir arranger les choses. Je pensais que l'amour était suffisant. Il posa une main tremblante sur mon épaule et secoua la tête. Tu ne t'agenouilles pas dans cette maison, Lilian. Jamais. Il m'aida à me relever, tint mon visage doucement et m'étudia de la manière que seule une personne qui te connaît vraiment peut le faire. Ta maison, dit-il. C'est ce qui compte. Puis sa voix changea. Calme, précise, contrôlée. Monsieur Bennett. Oui, monsieur. Je veux tout sur cette famille. Dossier financier, propriété, historique d'emploi, compte, chaque détail. Ne laissez rien de côté. Compris? Alors que Monsieur Bennett se tournait pour partir, mon grand-père me regarda de nouveau. Repose-toi maintenant, dit-il doucement. Demain, nous découvrirons la vérité. Et pour la première fois depuis la ruelle, je sentis quelque chose de plus fort que la douleur. Je me sentis protégé. Le lendemain matin, je m'assis en face de mon grand-père dans son bureau, un épais dossier posé entre nous sur le bureau. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il attendit que je sois complètement éveillé, habillé et suffisamment stable pour écouter. Certaines vérités sont lourdes, dit-il. Il est préférable de les affronter debout. J'acquiesçai, bien que je ne sois pas sûr d'être prête. Il fit glisser le dossier vers moi. Monsieur Bennett avait travaillé toute la nuit. Ce que tu es sur le point de lire explique plus que ce que tu voudrais peut-être savoir. J'ouvris la première page, Caleb Moore, historique d'emploi, enregistrements commerciaux, déclarations financières. Au premier abord, cela semblait ordinaire. Puis j'atteignis les relevés bancaires. Mon nom y figurait. Pas une fois, pas 2 fois,
mais mois après mois. De l'argent avait été transféré régulièrement d'un compte à mon nom vers des comptes contrôlés par Caleb et sa mère. J'ai senti mon estomac se tordre. Je n'ai jamais envoyé cela, dis-je doucement. Tu ne l'as pas fait, répondit mon grand-père. Ce compte est une fiducie que tes parents ont créée pour toi avant leur décès. Modeste selon nos normes, mais suffisante pour vivre confortablement. Elle était destinée à enseigner l'indépendance, pas l'indulgence. Mon esprit remonta le temps. Caleb insistant pour gérer les finances. Caleb me disant que son entreprise couvrait tout. Caleb me rassurant que l'argent était serré mais gérable. Je tournai la page. L'entreprise qu'il prétendait prospère perdait de l'argent depuis des années. Des pertes déguisées en investissement. Des prêts empilés sur des prêts. L'appartement dans lequel nous vivions n'était pas payé par son succès. Il était payé par moi. Sans ma connaissance, sans mon consentement, je me sentais malade. Donc, il ne subvenait pas aux besoins de la famille, chuchotai-je. Il se servait de moi pour les soutenir. Mon grand-père acquiesça. Et quand ton utilité a pris fin, l'arrangement a pris fin aussi. Je fermai lentement le dossier. À ce moment, quelque chose de très important changea en moi. J'avais pensé que j'étais faible de rester. J'avais pensé que j'étais naïf de croire. Mais la vérité était plus simple et plus froide. Je n'étais pas sotte. J'étais ciblée. Caleb ne m'a pas détruite parce que j'ai échoué en tant qu'épouse. Il m'a détruite parce qu'il avait déjà pris tout ce qu'il pouvait. Et une fois que j'ai compris cela, la honte que j'avais portée pendant des années ne m'appartenait plus. Elle leur appartenait. À midi, la maison ne ressemblait plus à un refuge. Elle ressemblait à un centre de commandement. Les téléphones sonnaient doucement dans d'autres pièces. Le personnel se déplaçait avec détermination, pas de panique. Personne n'élevait la voix. Rien ne semblait pressé. Pourtant, tout se passait en même temps. Mon grand-père se tenait près de la fenêtre, regardant les jardins, sa posture calme et imperturbable. « Tu peux rester caché », dit-il sans se retourner. « Personne ne te blâmerait après ce que tu as traversé. » Je compris ce qu'il offrait, du temps, de l'intimité, du silence. Mais quelque chose en moi avait changé depuis la ruelle. Si je restais silencieuse maintenant, je laisserais leur version de moi exister. Non, dis-je, ma voix me surprenant même. J'en ai assez d'être effacé. Il se tourna, m'étudiant attentivement. Puis il acquiesça une fois. Qu'il en soit ainsi. En quelques heures, un bref communiqué fut publié. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. Lilian Moore était revenue dans la famille Aïe. Elle assumerait un rôle de leadership au sein de l'organisation dans les mois à venir. Rien de plus, rien de moins. Ce fut tout ce qu'il fallut. Les messages affluèrent, partenaires commerciaux, investisseurs, demandes des médias. Et quelque part à travers la ville, je savais qu'une maison très différente était devenue silencieuse. Caleb et sa famille croyaient avoir jeté une femme impuissante. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de rompre les liens avec la personne dont le nom figurait discrètement derrière l'argent qui les nourrissait. Je ne ressentais pas de satisfaction. Je ressentais de la clarté. Pour la première fois en 5 ans, je me tenais de nouveau en mon propre nom. Et quoi qu'il arrive ensuite, cela se produirait au grand jour. Non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, non pas en tant que fardeau de quelqu'un, mais en tant que moi-même. La première étape fut silencieuse. Pas de cris, pas de confrontation, pas d'appel téléphonique dramatique, juste des formalités administratives. Mon grand-père croyait en quelque chose de très simple. Si quelqu'un construisait sa vie sur des mensonges, tu n'as pas besoin de vengeance. Il suffit d'éliminer les mensonges et de laisser la gravité faire le reste. L'équipe juridique examina chaque contrat lié à l'entreprise de Caleb lentement, soigneusement, selon les règles. Cela ne prit pas longtemps. Des délais non respectés, des clauses violées, des chiffres qui ne concordaient pas. Un château de cartes déguisé en entreprise. 2 contrats majeurs furent résiliés en 24 heures. Parfaitement légal, parfaitement propre. En même temps, les prêts en cours de l'entreprise furent rachetés discrètement par un tiers. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste un changement de propriétaire. Caleb ne réalisa même pas ce qui s'était passé au début. Il savait seulement que le ton des appels des banques avait changé. Poli devint ferme. Ferme devint urgent. Il essaya de négocier, essaya de gagner du temps,
essaya de s'en sortir par le charme comme il l'avait toujours fait. Cela ne fonctionna pas parce que cette fois, il n'avait pas affaire à des gens qu'il pouvait manipuler. Il avait affaire à des conséquences. Je regardais les rapports arriver sans émotion. Il ne s'agissait pas de le blesser. Il s'agissait d'arrêter l'hémorragie, de récupérer ce qui avait été pris et de s'assurer que cela ne pourrait plus jamais être pris. Le plus étrange fut à quel point je me sentais calme. Pas de colère, pas de précipitation, juste une compréhension tranquille que lorsque tu cesses de protéger quelqu'un qui t'utilise, son monde s'effondre de lui-même. Et le monde de Caleb venait juste de commencer à pencher. L'effondrement ne commença pas par la faillite. Il commença par le silence. Le téléphone de Caleb cessa de sonner avec des voix amicales. Les réunions furent annulées sans explication. Les promesses sur lesquelles il comptait depuis des années disparurent soudainement. À la maison, l'atmosphère changea tout aussi vite. Doris ne parlait plus avec confiance. Ses plaintes devinrent vives, désespérées. Elle arpentait l'appartement, rejouant chaque décision, chaque insulte imaginée. « Comment as-tu pu laisser cela arriver » lança-t-elle à Caleb. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Vanessa ne s'en sortait pas mieux. L'avenir dont elle se vantait en ligne commença à s'effriter. Les invitations cessèrent. Les messages restèrent sans réponse. Les personnes avec qui elle avait ri passèrent à autre chose sans elle. Leur maison, autrefois remplie d'une certitude bruyante, devint un lieu de reproche. Caleb tenta de garder le cap, il passait des appels tard dans la nuit, arpentant la pièce, murmurant des promesses qu'il ne pouvait plus tenir. Il leur dit que c'était temporaire, qu'il avait un plan, mais les plans exigent des leviers. Et Caleb n'en avait plus aucun. C'est alors qu'il m'appela. Je regardais son nom s'afficher sur mon téléphone et ne ressentis rien. Pas de peur, pas de colère, juste de la distance. Sa voix était méconnaissable, douce, tremblante, presque suppliante. « Lilian, s'il te plaît, nous devons parler. » Je laissai le silence s'étirer. Quel que soit le contrôle qu'il pensait encore avoir, il s'échappa dans cette pause. Pour la première fois, il comprit ce que cela faisait de parler et de ne pas être entendu. Et dans cet espace tranquille, la famille qui s'était autrefois unie contre moi commença à se replier sur elle-même. La maison qui m'avait expulsé s'effondrait maintenant de l'intérieur. Je ne cherchais pas d'autres dommages. La vérité vint à moi d'elle-même. Alors que l'enquête se poursuivait, M. Bennett m'apporta un autre dossier, plus mince que le premier, mais plus lourd d'une autre manière. Caleb n'était pas seulement malhonnête avec l'argent, dit-il prudemment. Il était constant. À l'intérieur se trouvaient des noms, des messages, des photos, des schémas. Il y avait d'autres femmes, non pas des liaisons motivées par l'émotion, mais des connexions construites avec intention. Chaque femme servait un but, l'accès, le statut, l'opportunité. Quand l'une cessa d'être utile, une autre apparut. Je sentis quelque chose changer de nouveau, mais cette fois ce n'était pas le choc, c'était la clarté. J'acceptais de les rencontrer, non pas en tant qu'accusatrice, non pas en tant que rivale, juste en tant que quelqu'un qui avait enfin vu l'ensemble du tableau. Chaque conversation suivit le même rythme. Au début, elle le défendait, disait qu'il était incompris, qu'il était ambitieux, qu'il les aimait. Puis les preuves apparurent, les demi-vérités, les promesses réutilisées, les phrases identiques copiées-collées d'une relation à l'autre. Une femme fixa la table et murmura, « Il m'a dit ça aussi. » Une autre rit amèrement. Je pensais être spécial. Aucune d'elles n'était sotte. Elles étaient ciblées, tout comme moi. Nous n'avons pas formé une alliance par colère. Nous l'avons formée par reconnaissance. La manipulation prospère dans l'isolement. Elle survit lorsque les victimes croient être seules. Une fois le schéma visible, il perdit son pouvoir. Je ne leur ai pas demandé de se battre pour moi. Je leur ai demandé de cesser de protéger quelqu'un qui ne les avait jamais protégés. Et quand elles le firent, l'image soigneusement construite de Caleb commença à se fracturer partout à la fois. Non pas avec du bruit, mais avec la vérité. J'acceptais une interview, une seule. Non pas pour raconter mon histoire avec colère et non pas pour humilier quiconque publiquement, mais pour placer la vérité là où elle ne pourrait plus être tordue. Le cadre était simple. Pas d'éclairage dramatique, pas de musique, juste une chaise, une caméra et des questions posées sans hostilité. Je n'élevais pas la voix. Je ne pleurais pas. Je parlais lentement, soigneusement, comme quelqu'un le fait quand il n'essaie plus de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit.
Je parlais de la facilité avec laquelle on confond l'endurance et l'amour, de la fréquence à laquelle les femmes sont encouragées à être patientes, compréhensives, indulgentes, même lorsque le coût est leur propre dignité. J'expliquais la manipulation financière, l'érosion émotionnelle, la façon dont le contrôle se cache derrière le charme. Je ne mentionnais pas le nom de Caleb plus d'une fois. Je n'en avais pas besoin. Les faits n'exigent pas de répétition. À la fin de l'entretien, j'annonçais quelque chose qui me tenait bien plus à cœur que la réputation ou la vengeance. J'établissais une fondation pour fournir une orientation juridique et un soutien émotionnel aux personnes piégées dans des mariages toxiques et des abus financiers, non pas par charité, mais par responsabilité. La réponse fut immédiate. Des messages d'étrangers, des remerciements discrets, des histoires qui sonnaient douloureusement familières. Et tout aussi rapidement, le soutien restant de Caleb disparut. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. Les amis se turent. Les invitations cessèrent. Non pas parce que je l'avais attaqué, mais parce que la vérité rendait l'association inconfortable. Lorsque l'entretien se termina et que les caméras s'éteignirent, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'avais détruit personne. J'avais simplement cessé de porter un mensonge qui n'avait jamais été le mien. L'erreur finale ne vint pas de Caleb. Elle vint de sa mère. Le désespoir change les gens. Il dépouille la logique et la remplace par l'impulsion. Doris avait perdu tout ce qu'elle croyait être sa valeur, l'argent, le statut, le contrôle. Et lorsque des personnes comme elle perdent le contrôle, elles ne se retirent pas tranquillement. Tard un soir, Monsieur Bennett m'appela. Sa voix était calme, mais les mots ne l'étaient pas. Elle est partie, dit-il. A quitté l'appartement, agissant de manière erratique. Nous la traquons. Je ressentis un frisson que je n'avais pas ressenti depuis la ruelle. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra avec un numéro inconnu. Si vous voulez qu'il soit en sécurité, venez seul. Pas de signature, pas d'explication, juste la peur aiguisée en une menace. Je ne paniquais pas. La panique était ce qu'elle attendait. Au lieu de cela, j'écoutais. Les autorités se déplaçaient déjà discrètement, prudemment. Le but n'était pas la confrontation. C'était le confinement. Je suivis les instructions exactement. Je conduisis là où on me dit. Je ne dis rien d'inutile. Chaque pas fut mesuré. Quand je la vis, elle n'avait pas l'air puissante. Elle semblait petite, en perdition. Tu m'as tout pris, siffla-t-elle. Tu as ruiné ma famille. Je la regardai dans les yeux et prononçai la vérité qu'elle avait évitée toute sa vie, tu as fait cela toi-même. C'est alors qu'elle réalisa que quelque chose avait changé. Que l'intimidation ne fonctionnait plus. Que la peur ne vivait plus là où elle était autrefois. Avant qu'elle ne puisse réagir, des voix remplirent l'espace. Des lumières transpercèrent l'obscurité. Cela se termina sans spectacle. Pas de cris, pas de lutte, juste le son tranquille des conséquences qui rattrapaient enfin. Plus tard, assise enveloppée dans une couverture, Monsieur Bennett parla doucement. C'est fini, Lilian. Et pour la première fois, je le crus. Non pas parce qu'ils étaient partis, mais parce que je ne courais plus. Les jours qui suivirent furent calmes d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas d'alarme, pas d'accusation, pas besoin de m'expliquer à quiconque. Les affaires juridiques se déroulèrent sans drame. La paperasse remplaça la panique. Les échéanciers remplacèrent le chaos. Les résultats furent fermes, définitifs et justes. Je n'assistais pas à toutes les réunions. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois, je fis confiance au processus sans ressentir le besoin de le contrôler. Cela seul me semblait une guérison. Ce qui me surprit le plus, ce ne fut pas le soulagement, mais l'espace. L'espace pour penser clairement. L'espace pour dormir sans que la tension ne se recroqueville dans ma poitrine. L'espace pour remarquer à quel point j'avais été fatigué pendant des années sans le réaliser. Je fis des promenades le matin, lus des livres que j'avais abandonnés et réappris ce à quoi ressemblait le silence quand il n'était pas une punition. Les gens me demandaient si je me sentais victorieuse. Non. Je me sentais achevée. Il y a une différence. La victoire regarde vers l'extérieur. Elle a besoin de témoins. La clôture se produit en silence. Elle ne s'annonce pas. Elle arrive simplement quand il n'y a plus rien à prouver. Je ne reconstruisais pas ma vie à partir de ruines. Je revenais à elle depuis l'exil.
Et dans ce calme, je compris enfin quelque chose de simple et d'essentiel, partir n'était pas mon échec. Rester silencieux si longtemps l'avait été. Maintenant, j'avais retrouvé ma voix. Et j'avais l'intention de l'utiliser avec soin. Les gens me demandent encore si c'était une histoire de vengeance. Ce ne l'était pas. C'était une histoire de permission. La permission de cesser de s'expliquer à des personnes qui profitent de votre incompréhension. La permission de partir sans donner une dernière chance. La permission de choisir la dignité plutôt que l'endurance. Pendant longtemps, j'ai cru que la force signifiait rester, être patiente, absorber l'inconfort pour que les autres puissent rester à l'aise. J'avais tort. La vraie force est la clarté. C'est reconnaître quand l'amour s'est transformé en contrôle, quand le compromis s'est transformé en effacement, quand le silence s'est transformé en préjudice. Caleb et sa famille ne sont pas tombés parce que je les ai attaqués. Ils sont tombés parce que je me suis écarté et que j'ai laissé la vérité s'établir d'elle-même. C'est la partie dont personne ne vous avertit. Lorsque vous cessez de protéger quelqu'un qui vous fait du mal, il s'effondre sous le poids de qui il est vraiment. Et vous n'avez pas besoin de pousser. Vous avez juste besoin de cesser de les soutenir. Si vous écoutez ceci et que quelque chose dans votre poitrine se serre, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous n'êtes pas faible d'être gentille. Vous n'êtes pas sotte de croire. Et vous n'échouez pas parce que vous êtes fatigué. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir tranquillement et de reconstruire sans demander la permission. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, prenez un moment pour aimer, partager et commenter d'où vous écoutez. Votre voix compte plus que vous ne le pensez. Et si vous êtes au bord d'une décision que vous avez évitée, souvenez-vous de ceci, partir n'est pas la fin. Pour moi, ce fut le commencement.